Bonjour et bienvenue dans ce cours de radioactivité, surtout sur la partie qui concerne les désintégrations radioactives. Et en fait, les désintégrations radioactives, ce sont des réactions nucléaires spontanées au cours de laquelle un noyau qui est radioactif donne naissance à un noyau plus stable. On verra ensemble les différents désintégrations radioactives qui peuvent avoir lieu en donnant une notion de cours, un petit résumé avec des exercices corrigés. La radioactivité, en fait, c'est une transformation d'un noyau atomique au cours de laquelle un rayonnement est émis. Et parmi les 3000 nucléides, et bien sûr un nucléide c'est juste un noyau atomique qui est caractérisé par son nombre de protons et de neutrons. Donc parmi ces 3000 nucléides connus, il en existe environ 340 naturels. Et dans les 340, on a 270 noyaux qui sont stables. Ça veut dire qu'ils ne se modifient pas spontanément au cours du temps, alors que 70 sont instables car ils sont radioactifs. Et on a ici à droite, on a quelques exemples de produits avec leur activité en becquerel par kilogramme. Et le becquerel, c'est un nombre de désintégrations par seconde, c'est-à-dire en une seconde, combien on aura de désintégrations. Par exemple, le lait entier, on a 44 désintégrations qui peuvent avoir lieu par seconde et pour chaque kilogramme de ce produit. Et vous voyez il y a pas mal de produits qui sont radioactifs. Par exemple, le lait entier représente à peu près 44 d'activité en becquerel par kilogramme. On a le poisson 90, on a par exemple le soja c'est 440, le thé il représente 770 becquerel par kilogramme. Et ces activités-là, en fait, elle est due au potassium 40, hein, le potassium 40 qui se désintègre euh, un nombre, c'est-à-dire un nombre de désintégrations par seconde et pour chaque kilogramme de ces produits. Et même notre corps il contient également certains éléments radioactifs. Par exemple, on a le potassium 40, il représente au-delà de 50% des radiations de notre corps. Et on a également dans notre corps 14, le carbone 14 qui est également radioactif. Et au total, donc, on a à peu près 8000 atomes de potassium 40 et de carbone 14 qui se désintègrent par seconde dans notre corps. Donc, nous sommes nous-mêmes radioactifs, en fait. Pour caractériser les noyaux et leur stabilité, on a une courbe qu'on appelle courbe de stabilité qu'on peut utiliser pour savoir exactement dans quel sens les noyaux sont plus stables et quel type de radioactivité on peut avoir. Et généralement, la courbe de stabilité qu'on appelle également vallée de stabilité, ça veut dire c'est comme si on a un vallée de stabilité qui en fait regroupe tous les noyaux qui sont stables et les noyaux qui se déplacent, disons, oui, d'un côté ou à un autre, peut en fait subir des désintégrations, soit des bêta-, soit des bêta+, soit pour des noyaux plus lourds, des radioactivités ou des désintégrations alpha. Et en fait, ce diagramme, en fait, elle représente le nombre de neutrons en fonction du nombre de protons. Et bien sûr, pour des valeurs en bas de 20 à partir de cette courbe de stabilité, des valeurs en bas de 20 qui est le nombre de protons, on a en fait les noyaux, ils sont stables lorsque le nombre de neutrons égale le nombre de protons. Pour des valeurs au-delà de 20, les noyaux sont stables, comportent plus de neutrons que de protons. Et cette vallée, en fait, bien sûr, elle regroupe tous les noyaux stables et il nous donne également le type de désintégration. Par exemple, pour des noyaux qui ont des valeurs, un nombre de neutrons plus fort que le proton, donc on aura ce qu'on appelle une zone de radioactivité, de désintégration bêta-. Alors que pour
des noyaux qui ont un nombre de protons plus fort, bah, on aura une zone de radioactivité bêta plus. Et bien sûr, pour des valeurs qui au-delà d'un nombre autour de, disons, de Z, autour de 80, bah, on aura en fait des intégrations alpha. Un autre terme qu'on utilise pour caractériser la stabilité des noyaux est l'énergie de liaison par nucléon. Et l'énergie de liaison par nucléon, ou l'énergie de liaison tout court, en fait, c'est une énergie qui fait en sorte que soit le proton ou le neutron, elle est lié à l'intérieur du noyau. Et cette énergie de liaison par nucléon, c'est vraiment l'énergie nécessaire pour que les composants du noyau qui sont les nucléons sont attachés. Et bien sûr, pour faire en sorte de arracher un nucléon du noyau, il faut avoir une énergie de liaison par nucléon qui doit être plus forte et qui doit être ajoutée à l'énergie cinétique pour en fait extraire ce nucléon, c'est-à-dire soit le proton, soit le neutron du noyau. Et pour caractériser en fait ces stabilités, on utilise la courbe d'Aston. Et la courbe d'Aston, c'est l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de nucléons au nombre de masses. Et bien sûr, cette énergie de liaison par nucléon, elle permet de comparer les stabilités des noyaux, c'est-à-dire plus elle est élevée, plus le noyau est stable. Et d'après le courbe, on a en fait le fer est l'élément le plus stable. Et bien sûr, d'après cette courbe, en fait, les nucléons dans ce noyau de fer, ils sont plus fortement liés à leurs voisins que dans tout autre noyau. C'est-à-dire que les noyaux de fer sont donc les plus stables. Donc pour les casser, il faut plus d'énergie que tout autre noyau. Et bien sûr, pour aller de l'uranium jusque le fer, en fait, on a besoin de faire des fissions, alors que pour aller de l'hydrogène jusque en fait le fer, on a besoin de faire de la fusion. Donc fission pour aller de l'uranium vers le fer et fusion pour aller de l'hydrogène au fer. Et ces transformations nucléaires, bien sûr, elles conduisent toujours à des noyaux dans lesquels l'énergie de liaison par nucléon est plus grande. Ça veut dire que ces noyaux, et généralement c'est le fer, est le plus stable. La première désintégration radioactive, en fait, est la fission ou la fusion. La fusion nucléaire, en fait, c'est un assemblage de deux noyaux atomiques légers pour former un noyau plus lourd. Par exemple, on a le deutérium qui est composé d'un proton et d'un neutron qui combine ou fusionne avec le tritium qui est composé en fait d'un proton et de neutrons. En fait, le deutérium et le tritium, ce sont deux hydrogènes qui ont un nombre de protons et de neutrons différents. Un deutérium, un proton et un neutron, et le tritium, c'est deux neutrons et un proton. Et lorsque ces deux noyaux fusionnent, bah, ils donnent bien sûr de l'énergie, hein, plus l'hélium, c'est-à-dire deux protons, deux neutrons, et le neutron qui reste, bah, et en fait, il peut en fait rentrer, faire d'autres collisions avec d'autres noyaux. Alors pour en l'état présent de la technologie, le combustible le plus efficace, c'est en fait c'est le mélange de deutérium et de tritium. La deuxième en fait désintégration dans ce sens, c'est la fission nucléaire. Ça veut dire on a un neutron qui rentre en contact avec un noyau qui est plus lourd. Et ça donne en fait soit des noyaux légers, soit des rayonnements alpha, bêta ou gamma, soit de la chaleur, soit même des neutrons. Et bien sûr, la fusion nucléaire a débouché sur deux utilisations humaines les plus connues, c'est les réacteurs nucléaires. Et les réacteurs nucléaires, c'est juste, elle est en fait sous contrôle, c'est-à-dire en mettant des absorbeurs, ça limite en fait l'énergie, ou la bombe atomique qui sont en contrôle. Donc la seule différence entre un réacteur nucléaire et une bombe atomique, ou une bombe atomique, c'est que les réacteurs nucléaires ils sont en fait contrôlés par des absorbeurs,
Et la bombe atomique, ben, il n'y a enfin pas en fait de contrôle. Donc c'est une réaction en chaîne, c'est-à-dire un neutron qui rentre en contact avec des noyaux lourds, qui donnent des neutrons. Les neutrons également peuvent rentrer en contact avec d'autres noyaux et ainsi de suite. Donc c'est une réaction en chaîne sans contrôle. La deuxième désintégration radioactive est l'émission de gamma. Bien sûr, gamma, ce sont des photons, ce sont en fait également des radiations électromagnétiques. Et toujours pour les désintégrations radioactives, en fait, ça concerne que des réactions en fait nucléaires, c'est-à-dire un noyau qui est instable, qui donne en fait de l'énergie, qui donne un autre noyau qui est plus stable en émettant de l'énergie. Et pour l'émission gamma, en fait, c'est un noyau qui est instable suite à une désintégration qui peut être soit bêta, soit alpha. Et bien sûr, ça donne un noyau qui est instable, hein, et ce noyau instable dans un autre noyau qui est plus stable, plus l'émission de gamma. On a par exemple le noyau de bord 12 qui peut se désintégrer vers l'état fondamental, soit directement vers le carbone 12 en émettant des radiations bêta-, c'est-à-dire des électrons, ou il donne en fait un carbone 12 qui est excité, et ce carbone 12 là, il donne un autre noyau qui est plus en fait stable en émettant des rayonnements gamma. Donc, les rayonnements gamma, en fait, sont en général émis toujours, hein, après une désintégration particulière, ça veut dire dans des particules, ou lorsqu'un noyau a été porté à un état excité à la suite d'une collision, entre autres. Alors, la troisième désintégration, c'est l'électron du conversion interne. Et généralement, l'électron de conversion interne, c'est toujours, peut se produire lorsqu'on a un rayonnement gamma. C'est-à-dire, on a un rayonnement gamma qui sort du noyau. Et ce rayon gamma, il rentre en contact avec un électron du cortège électronique. Et cet électron-là, une fois il capte cette énergie, il va être en fait éjecté. Et cet électron-là, on l'appelle électron de conversion interne. Donc, l'éjection de cet électron, il cause bien sûr un vide sur la couche interne qui sera occupée par un électron de la couche, bien sûr, L. C'est-à-dire, une fois cet électron est vide, bah, il va être remplacé par un électron de la couche suivante. Et bien sûr, on a un rayon X qui peut en fait être émis. Donc, je répète toujours, le gamma, il vient du noyau et les rayonnements X, ça vient du cortège électronique. On verra ça dans d'autres vidéos plus en détail. En ce qui concerne la désintégration alpha, en fait, c'est un processus qui correspond à l'émission d'un noyau de l'hélium. Donc, on a un élément X qui donne un élément Y qui donne le noyau de l'hélium. Et bien sûr, le noyau Y, il se trouve généralement dans un état excité. Donc, pour qu'il retombe dans l'état fondamental d'énergie, bien sûr, qui est le minimum possible, elle émet un photon gamma. Et l'énergie de désintégration alpha, en fait, on peut le faire par deux façons. Soit en utilisant les masses de l'atome, soit les masses du noyau. Alors pour les masses de désintégration, en utilisant masse de l'atome, bien sûr, on utilise un défaut de masse selon la relation d'état m fois c au carré. Ça nous donne l'énergie de désintégration alpha. Donc on a la masse de l'atome X, moins la masse de l'atome Y, moins la masse de l'atome de l'hélium. Et bien sûr, toujours le défaut de masse, on l'utilise pour les particules. Alors pour gamma, ben, ce n'est pas une particule, il n'a pas de masse, donc on ne l'utilise pas en fait. Donc pour trouver l'énergie de désintégration alpha, on peut également faire une sorte de démonstration, la même chose, en utilisant la masse du noyau. Donc on a la masse du noyau de réactif qui est X, moins la masse du noyau Y, moins la masse du noyau d'hélium, multiplié par C au carré, donc toujours un défaut de masse
avec des masses du noyau fois C au carré, ça nous donne l'énergie de désintégration. Et on peut juste remplacer la masse du noyau par la masse de l'atome et la masse de l'électron. Par exemple, pour la masse de l'atome de noyau X, c'est la masse de l'atome en général, moins le Z qui est le nombre d'électrons multiplié par la masse de l'électron. La même chose pour la masse du Y, c'est la masse de l'atome de Y moins Z moins 2, qui est le nombre d'électrons, si on veut, multiplié par la masse de l'électron. Et la même chose pour l'hélium. Et après, on arrive à l'équation, si on simplifie, on arrive à l'équation sur le fait que l'énergie de désintégration alpha, c'est la masse de l'atome X moins la masse de l'atome Y moins la masse de l'atome de l'ion multiplié par C au carré. Pour les désintégrations bêta-, c'est un processus qui correspond à l'émission, bien sûr, d'un électron, hein, un bêta-, par le noyau, accompagné de la transmutation d'un neutron en proton. Donc, on a un neutron qui devient proton et ça nous donne un bêta- plus un antineutrino. Et on a par exemple un exemple du cobalt 60 qui a 27 protons, 33 neutrons. Ça nous donne un autre élément qui est le nickel 60 qui a 28 protons. Donc on a un proton de plus et bien sûr un 32 neutrons. Donc on a un neutron qui va être en fait transmuté en proton pour donner le nickel 60. Et bien sûr on aura un électron qui va être éjecté et c'est bêta-, plus un antineutrino. Généralement, le antineutrino, il a une masse qui est négligeable, mais le comportement, on arrive à mesurer son comportement lors de cette désintégration. Donc, on le met toujours dans la réaction de désintégration. Pour l'énergie de désintégration bêta-, si on utilise en termes les masses atomiques, donc on a la masse de l'atome X, hein, moins la masse de l'atome Y, hein, multiplié par C au carré. Donc, pour le cas des masses atomiques, on ne prend pas en considération bêta-, mais on verra ça dans la démonstration en prenant en considération les noyaux. Donc, on a l'énergie de désintégration bêta-, c'est la masse du noyau X, moins la masse du noyau Y, moins la masse de l'électron qui est éjecté, hein. Et après, ben, on peut, à partir de cette équation, on a la masse de X, c'est la masse de l'atome de X moins le nombre d'électrons multiplié par la masse d'électrons, moins la masse de l'atome Y moins Z plus 1, qui est le nombre de, bien sûr, d'électrons multiplié par la masse d'électrons, moins la masse d'électrons. Et si on simplifie, ben, on arrive à l'équation sur le fait qu'on a l'énergie de désintégration bêta-, c'est la masse de l'atome X, moins la masse de l'atome Y multiplié par C au carré. Pour la désintégration bêta+, c'est l'inverse de la désintégration bêta-. En fait, elle correspond à l'émission d'un positron dans ce cas-là par le noyau. Ça veut dire qu'elle va être éjectée du noyau, accompagnée d'une transmutation d'un proton en neutron. Et on a par exemple, on a le cas du sodium 22 qui donne le nion 22. Donc dans ce cas-là, on a 11 protons pour le sodium 22 plus 11 neutrons et ça nous donne en fait sur le fait ça reste la même nombre de masses, ça veut dire 22 alors qu'on a en fait un proton qui devient neutron et on aura en fait 10 protons plus 12 neutrons. Donc on a, puisqu'on a plus de moins de charge à l'intérieur, donc on a un positron qui va être éjecté après le fait que un proton est transmuté en neutron. Donc on aura un positron, c'est un électron, un anti-électron, c'est un électron de charge positive, plus un neutrino. Un neutrino, c'est un antiparticule de l'antineutrino qu'on avait dans le bêta, dans la désintégration bêta-bêta-. Et pour la réaction de désintégration, on a en fait un élément X qui nous donne un élément Y avec Z-1 plus un positron plus un neutrino. Donc pour l'énergie de désintégration, pareil, on peut faire soit en utilisant le défaut de masse atomique ou le défaut de masse nucléaire. Pour le défaut de masse atomique, on a la masse de l'atome de X moins la masse de l'atome Y moins de la masse de l'électron multiplié bien sûr par C au carré parce que c'est un défaut de masse
multiplié par c au carré. Et on peut le faire démontrer cette équation en utilisant le défaut de masse nucléaire, c'est-à-dire on a la masse du noyau X moins la masse du noyau Y moins la masse de l'électron, parce qu'un positron il a la même masse que l'électron. Et la masse du noyau X, c'est la masse de l'atome moins Z, le nombre d'électrons multiplié par la masse d'électrons. Pour Y, c'est la même chose, la masse de l'atome Y moins Z moins 1, qui est le nombre d'électrons multiplié par la masse de l'électron, moins la masse d'électrons. Si on simplifie, on arrive à l'équation qui est l'énergie de désintégration bêta plus égale la masse de l'atome X moins la masse de l'atome Y moins 2 fois la masse de l'électron. La dernière désintégration, c'est la capture électronique. En fait, c'est l'inverse de ce qu'on a vu avec la désintégration bêta- et bêta-. Alors, pour la désintégration bêta-, ben, on a un électron qui a été éjecté du noyau. Pour la désintégration bêta-, on a un positron qui a été éjecté par le noyau. Et là, pour la capture électronique, on a en fait un capture, c'est-à-dire un capture d'électrons à partir de cortège électronique. C'est-à-dire l'atome instable et cherche à se stabiliser en capturant un électron. C'est-à-dire le noyau, il va capturer un électron de l'orbitale la plus interne. Et en le combinant avec un proton, bah, ça donne un neutron. C'est-à-dire un proton qui donne un neutron. Et la réaction de désintégration, on a en fait l'élément X plus l'électron du cortège électronique qui est capturé. Ça nous donne un proton qui donne un neutron, donc on a un proton de moins, ça donne Z-1, plus un neutrino. Et il faut prendre en compte, bien sûr, lors le calcul de l'énergie de liaison, il faut prendre en compte l'énergie de liaison qui va gagner de l'électron de la couche K qui est capturée par le noyau. C'est une énergie qui a à fournir pour arracher l'électron à cette couche. Et pour le calculer, bah, on a l'énergie de capture électron, c'est en utilisant défaut de masse atomique, on a la masse de l'atome X moins la masse de l'atome Y moins l'énergie de liaison, hein, l'énergie de liaison. Et on peut démontrer cette équation en utilisant le défaut de masse nucléaire. Donc on a la masse de l'atome X plus la masse de cet électron qui est capturé, bien sûr, moins la masse de Y qui est formée. Et après, moins bien sûr l'énergie de liaison de l'électron qui est arraché de l'électron de la couche K. Et après, on peut écrire que la masse du noyau X, c'est la masse de l'atome X moins le nombre d'électrons multiplié par la masse d'électrons, plus la masse de cet électron, et la masse bien sûr, du noyau Y, c'est la masse de l'atome de Y, moins le nombre d'électrons qui est Z-1 multiplié par la masse d'électrons, moins l'énergie de liaison. Hein, l'énergie de liaison qui est perdue, qui est perdue due au fait que qu'on a l'électron est arraché ou est capturé par le noyau. Si on simplifie, on arrive à l'équation qui est l'énergie de cette désintégration qui est la capture électronique égale la masse de l'atome X moins la masse de l'atome Y moins l'énergie de liaison. Et il ne faut pas oublier que toujours pour cette désintégration qui est basée sur capture électronique, que l'électron qui est arraché de la couche K, ben bien sûr, il y a une énergie qui relie l'électron à la couche K, et puisque cet électron il a été capturé par le noyau, ben, il y a une énergie qu'il faut prendre en considération qui a été perdue lors de la désintégration, et c'est l'énergie qui relie l'électron à la couche K. Pour bien assimiler les notions de cours qu'on a vu ensemble, on a en fait quelques exercices d'entraînement qu'on va ensemble. Alors pour le premier exercice, il concerne les rayons gamma. Est-ce qu'ils sont des particules lourdes chargées? Non. Les rayons gamma sont en fait des rayonnements électromagnétiques et ce sont en fait soit des rayons électromagnétiques ou des photons. Et ce sont des photons, bien sûr, qui sont émis par le noyau, bien sûr. Un noyau qui est instable, qui est en fait dans un état excité suite à une transmutation d'un proton à un neutron ou à un neutron à un proton, et ça donne un rayonnement gamma qui sort du noyau. Donc ce ne sont pas des particules lourdes chargées. Donc la proposition A, elle est fausse.
Est-ce qu'ils sont des rayonnements électromagnétiques? Oui, ce sont des rayonnements électromagnétiques. Est-ce qu'ils sont des directement ionisants? Non, ils sont indirectement ionisants. Seules les particules chargées qui sont en fait directement ionisants, et on verra ça dans d'autres vidéos. Est-ce qu'ils sont très pénétrants? Oui, les rayonnements gamma sont très pénétrants et seul le plomb qui peut les atténuer. Donc lorsqu'on parle d'un corps humain, ils sont très pénétrants. Est-ce qu'elles sont des particules légères chargées? Pareil, non, ce ne sont pas des particules ni légers ni lourds. Hein. Ce ne sont pas des particules, ce sont en fait des rayonnements électromagnétiques ou des photons. Donc, les seules propositions qui sont correctes, c'est en fait, ce sont B et D. Pour l'exercice 2, parmi les propositions concernant les rayonnements alpha, bêta et X, lesquelles sont exactes? Alors pour la première proposition, donc on a un rayonnement alpha, il est constitué de photons. Non, un rayonnement alpha, ce sont juste en fait le noyau de hélium, ou l'énergie cinétique de noyau hélium une fois il est créé. Donc A, en fait, ce ne sont pas des rayonnements, ce sont en fait des particules. Donc la proposition A, elle est fausse. Un rayon X est une particule chargée légère. Non, un rayon X, pareil que les rayons gamma, ce sont en fait des rayonnements électromagnétiques ou des photons. La proposition C, un rayonnement bêta- est constitué d'électrons. Oui, bêta- c'est vraiment constitué d'électrons. Bêta- c'est un électron. Le processus bêta- correspond à la transmutation d'un proton en neutron. Non, c'est l'inverse. Bêta- c'est vraiment une transmutation d'un neutron en proton. Est-ce que le processus bêta+ correspond à la transmutation d'un neutron en proton? Pareil, c'est faux. Donc, un processus bêta+, c'est une transmutation d'un proton en neutron. Donc, seule la proposition C qui est correcte. Pour l'exercice 3, on a en fait parmi les processus suivants de désintégration radioactive, quelles sont les propositions qui sont correctes? Alors, on a le processus bêta+, est-ce qu'il correspond à la transmutation d'un neutron en proton? Non, c'est une transmutation d'un proton en neutron. Donc A, pareil, et est faux. Le processus bêta-, est-ce qu'il correspond à la transmutation d'un proton en neutron? Pareil, c'est faux, c'est une transmutation d'un neutron en proton. La proposition C, la capture électronique correspond à la transmutation d'un proton en neutron. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire on a le noyau qui va capturer un électron de la couche K et il va transmuter un proton en neutron. Donc la proposition elle est correcte. L'électron de conversion interne est dû à une désexcitation nucléaire. Oui, c'est une désexcitation nucléaire qui va créer un rayonnement gamma et c'est gamma qui va en fait arracher un électron de la couche K. Donc D, c'est une proposition qui est correcte. L'électron de conversion interne est dû à une désexcitation électronique? Non, c'est pas vrai. Donc c'est une désexcitation nucléaire, pas électronique. Donc les propositions qui sont correctes, sont en fait C et D. Pour l'exercice 4, on a en fait un flacon contenant une solution du radionuclide technetium 99M qui a une activité à tête égale 18 heures, ça veut dire à 6 heures de l'après-midi, une activité de 30 mégabecquerels. On nous donne également la loi de décroissance radioactive de cet élément. Et la question en fait, c'est de quelle est l'activité de technetium 99M à différents temps. On a en fait deux façons de le faire. Il y a une façon simpliste. On va travailler sur juste le temps et sur la période. Et une autre, on peut utiliser la loi de décroissance radioactive. Alors pour la façon la plus simpliste, c'est-à-dire on met le temps et on va considérer que voilà, on a à 18 heures qui le temps t égale 0, on a la valeur de l'activité à t égale 0 qui est à 6 heures de l'après-midi, qui est 30 mégabecquerels. Et bien sûr, chaque fois qu'on se déplace, soit à droite ou à gauche, ça veut dire soit on revient en arrière, soit on avance de 6 heures, on a la moitié des noyaux qui va être perdu.
Et si c'est la moitié des noyaux qui va être perdue, ça veut dire l'activité elle va être divisée par 2. Donc par exemple, si on revient en arrière, ça veut dire on est à 6 heures de l'après-midi. Si on revient à midi, on aura en fait à midi, on aura 60 mégabecquerels. Ça veut dire la quantité de noyaux ou le nombre de noyaux ou l'activité, il va être multiplié par 2. Donc la valeur devrait être à 60 mégabecquerels. Donc là, la proposition A, elle est correcte. Alors pour la proposition 2, donc le même jour à 6 heures, ça veut dire pareil. On revient encore, on est maintenant à midi, on revient à 6 heures du matin, donc on aura généralement à 6 heures, on aura 120 mégabecquerels, ça veut dire le double de 60 mégabecquerels. Donc la proposition B, elle est fausse. Et maintenant, on va partir vers le lendemain. Alors, le lendemain à 6 heures, est-ce que l'activité est de 15 mégabecquerels? Alors, lorsqu'on passe vers le lendemain, bah, l'activité va diminuer. C'est-à-dire, si on passe à 0 heure, c'est-à-dire on est maintenant à 6 heures de l'après-midi, à minuit, on aura la moitié, ça veut dire 15 mégabecquerels. Et le lendemain à 6 heures, on aura 7,5 mégabecquerels. Ça veut dire que la proposition C, elle est fausse. Encore, si on part le lendemain à midi, pareil, donc on a la moitié de l'activité, il va être 3,75. Donc la proposition D, elle est fausse. Si on va encore le lendemain à 18 heures, c'est-à-dire à 6 heures de l'après-midi, ben, l'activité c'est la moitié de 3,75, donc elle est à 8,875. Donc la proposition E, elle est vraie, elle est correcte. Donc les seules propositions qui sont correctes, c'est A et E. En fait, ça, c'est une façon de le faire. Mais on peut également utiliser l'équation de décroissance radioactive. Par exemple, si on prend le temps entre 18 heures et le lendemain, ou plutôt 6 heures, 18 heures, disons 6 heures de l'après-midi jusqu'à minuit, et on utilise l'équation de décroissance radioactive. Bien sûr, c'est une décroissance, donc on met un moins. Et on fait donc A0, on la remplace par 30 mégabecquerels. Lambda, c'est logarithme népérien de 2 sur la période qui est 6 heures, multiplié par le temps 6 heures. Donc si on simplifie par 6, on trouve la valeur de 15 mégabecquerels qui est vraiment l'activité à minuit, c'est-à-dire après 6 heures. L'autre cas, c'est lorsqu'on revient en arrière. Et lorsqu'on revient en arrière, par exemple, on est à 18 heures et on revient par exemple à midi. Ben là, on utilise la même équation, mais ce n'est pas une décroissance radioactive, mais c'est plutôt une croissance. Hein, une croissance, c'est-à-dire on utilise un plus. Et on remplace A0 par 30 mégabecquerels. Et pareil, lambda, c'est logarithme népérien de 2 sur la période. On simplifie, d'accord? Et dans ce cas-là, ben, on ne divise pas, mais plutôt on multiplie par 2 et on aura 60 mégabecquerels qui est l'activité de technicium 99 à midi. Pour l'exercice 5, on a une réaction de désintégration du radium qui donne en fait le radium 88, nous donne du radon 86, plus le hélium. Et la question, quelle est l'énergie de désintégration de la particule alpha? Donc bien sûr, on utilise, on a en fait, on nous donne 4 propositions et on devrait trouver laquelle de ces propositions qui est correcte. Donc on applique simplement la loi qui est l'énergie de désintégration, c'est le défaut de masse multiplié par C au carré. Et le défaut de masse, c'est juste la différence entre le réactif et le produit. Et bien sûr, on fait simple. Hein. Alors, le défaut de masse, c'est la masse de Ra, moins la masse de Rn, moins la masse de l'hélium. Et on fait simple, une application numérique. Donc, on a la masse de Ra, c'est 226 10 31. La masse de Rn, c'est 222 09 40. Et la masse de l'hélium, c'est 400 39. Et toutes les valeurs, en fait, sont données en unités de masse atomique. Alors, si on fait le calcul, on trouve que c'est 0,0052 unités de masse atomique. Et on nous donne dans l'exercice que l'unité de masse atomique, c'est une masse, ça veut dire que simplement, c'est juste une énergie divisée par C au carré.
Une énergie divisée par C au carré, ça nous donne la masse, tout simplement. Et voilà, donc on multiplie par 931, on trouve que la valeur de cette énergie, c'est 4,84, c'est-à-dire que la réponse C qui est correcte. Donc l'énergie de désintégration alpha, c'est 4,84 mégaélectronvolts. Pour l'exercice 6, on a le césium 137 qui, après ingestion, il se dissémine dans tout le corps avec une prédilection, ça veut dire une préférence, si on veut, pour la moelle des os, accroissant ainsi les risques de cancer et de leucémie. Alors, le césium, en fait, il se désintègre en barium. Et la question, en fait, c'est de calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée par cette désintégration. Et on nous donne en fait la masse du noyau du barium et celui de césium avec la conversion entre l'unité de masse atomique et le mégaélectronvolt par C au carré. Alors on a en fait le césium, il en fait il se désintègre en barium. Et puisqu'on a en fait, bien sûr, on passe d'un nombre si on veut, de protons de 55 à 56, c'est-à-dire on a un neutron, un neutron qui devient proton. On a une transmutation d'un neutron en proton, c'est-à-dire un nombre de protons qui va augmenter. Et bien sûr, suite à cette désintégration, en fait, on aura une émission d'un bêta moins. Donc, c'est une désintégration bêta moins. Et si on applique la loi, en fait, E égale le défaut de masse multiplié par C au carré, on peut simplement calculer le défaut de masse qui est en fait la masse de césium qui est 136,8768 moins la masse de barium qui est 136,8750 et on aura en fait comme défaut de masse 0,0018 unités de masse atomique. Et on peut simplement en fait faire la conversion en multipliant le défaut de masse par le 931,5 mégaélectronvolts. Et bien sûr, si on le multiplie, bah, bien sûr, c'est une unité de masse atomique qui change par MeV par C au carré. Si on multiplie par C au carré également, bah, on trouve l'énergie qui est 1,68 mégaélectronvolts. Pour l'exercice 7, donc on considère le noyau de lithium et la question c'est de définir l'énergie de liaison ou de cohésion de ce noyau, puis déterminer sa valeur en mégaélectronvolts. Et on donne la masse de ce noyau en unité de masse atomique, la masse du proton et la masse du neutron, et bien sûr la conversion entre l'unité de masse atomique et le mégaélectronvolt par C au carré. Donc, tout d'abord, d'après les notions de cours qu'on avait ensemble, l'énergie de liaison, elle représente en fait l'énergie qu'il faut fournir à un noyau pour le séparer en ses nucléons. C'est-à-dire que lorsque les nucléons forment un noyau, ils ont une énergie. Si on veut les séparer, il faut appliquer une énergie pour séparer ces nucléons du noyau. Et pour calculer cette énergie, en fait, c'est le défaut de masse. Ça veut dire la variation ou la différence entre les masses de ce noyau lorsqu'ils sont regroupés par rapport à les masses de ce noyau lorsqu'ils sont séparés. Et bien sûr, on peut faire juste simplement que on sait déjà que la masse lorsque les nucléons sont séparés, ils ont une masse qui est supérieure que lorsque le noyau il forme des nucléons qui sont compacts. Alors, pour calculer ce défaut, donc on prend le nombre de protons, on multiplie par la masse du proton, plus le nombre de neutrons, on multiplie par la masse du neutron, moins la masse du noyau. Et si on fait application numérique, tout en tenant compte que le nombre de protons, c'est donné, c'est 3, hein, et le nombre de neutrons, c'est la différence entre 7 et 3. Donc 7 moins 3, ça nous donne 4, qui est le nombre en fait du neutron. Et après, on fait le calcul en faisant la soustraction avec le nombre, en enlevant le nombre de la masse du noyau, qui est de 7,0158. Et après, on trouve
la valeur du défaut de masse qui est 0,0409 unités de masse atomique. Et bien sûr, on a l'énergie, c'est le défaut de masse multiplié par C au carré. Si on fait juste là la conversion entre l'unité de masse atomique et le mégaélectron-volt par C au carré, on multiplie par C au carré, on trouve en fait l'énergie qui en fait c'est de 38,078 mégaélectron-volts. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.